Ali, un grand merci. Ça fait très longtemps qu'on en parle, ça fait très longtemps, je n'arrivais pas à trouver le temps, mais je lui dis, je te promets, je viendrai d'abord par amitié. Parce que... Je m'isole pour mieux me concentrer. Mon père, lui, n'a jamais quitté les coulisses. Il se tient là, sans dire un mot. Si je m'efforce de l'entendre, de faire résonner sa voix dans ma mémoire, aucun son, aucune intonation, pas même une expression. Aucun mot du pays, de basmala, rien. Ma mère était sa voix. Elle parlait pour lui, lisait au travers de ses non-dits, comprenait ses soupirs. On dit que c'est ça l'amour. Je crois plutôt que c'était de la lâcheté, une amputation volontaire, un choix, celui d'être assisté. Laisser à d'autres la parole, le bruit, le brouhaha, les ordres et les mots doux, leur laisser les chants et les berceuses, car lui avait le silence et l'amertume. À lui, la possibilité de rester en retrait. À nous, la nécessité des responsabilités. Pour maman, les cris à l'annonce de la mort d'Ibrahim. Pour moi, les sanglots lorsqu'elle disparut à son tour. Pour mes sœurs, les larmes le jour de sa mort. Et lui, toujours silencieux. Encore aujourd'hui, jusque dans sa tombe. Mon père était un exilé. C'est ça, hein, événement exceptionnel. On a l'honneur donc de recevoir Monsieur Rachid Benzine. Il nous fait l'honneur de s'arrêter à Bourg-en-Bresse. Il va même passer une soirée à Jasseron, vous vous rendez compte? Si un jour on avait dit que Rachid Benzine dormirait à Jasseron, alors là, waouh, incroyable, hein, il y a de la concurrence là. Hein. Là je parle à la mairie de Bourg là. Il y aura du boulot, hein, donc on est fort à Jasseron hein, pour ramener du monde. Ben voilà, ben allez, viens le saluer sur scène. Oui, ben attends, c'est obligé. C'est encore une nouvelle surprise. Et regardez, alors les gens viennent de très très loin. Nous avons ici, voilà, on a Marlouf qui est le président des commerçants de Vaux-en-Velin. Hey, attendez, et on a du public. Evelyne, tu viens d'où toi? De Villeurbanne. C'est juste à quoi? Qui vient encore de plus loin là? Ah oui, Oyonnax, mais... Ouais, mais c'est chez nous, Oyonnax, c'est chez nous. Bon, bah écoutez, bonsoir et merci en tout cas pour votre patience. On va passer un super bon moment. Donc on va faire une petite présentation de Rachid et après, bah, il va nous parler de son dernier livre, Les Silences des Pères. Et l'idée, c'est que vous lui posiez des questions en rapport avec, bien sûr, avec le livre et après même avec ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la société. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur Rachid? Ben, il est né au Maroc et il a grandi en France. J'ai bon là, monsieur? Oui, absolument. Je suis né d'abord... Attends, le micro. Il est ouvert, c'est bon, vous m'entendez? Je suis né au Maroc, effectivement, la ville qui s'appelle Kénitra, qui sous le protectorat français s'appelait Port-Lyautey. Et à l'âge de 7 ans, la famille rejoint le père qui était là déjà depuis les débuts des années 70, et à Trappes,
Et actuellement, je vis encore à Trappes. Dans son parcours, il a grandi donc en France, il a poursuivi ses études. Alors on en discutait tout à l'heure avec Sarah sur l'importance des études par rapport à des gens d'origine étrangère. Donc son parcours, en fait, il reflète une profonde réflexion sur les liens entre la tradition et la modernité. Il est diplômé d'études approfondies en sciences politiques de l'Université de Paris 5 et il a une maîtrise en économie de l'Université Saint-Quentin de Versailles. C'est juste? Oui, il y a eu d'autres diplômes depuis, mais c'est bon. Oui, c'est ce que je vois, c'est pour ça que je me dis la liste elle est tellement longue. En fait, ce qu'on va dire pour la présentation, moi je vais résumer, donc il est écrivain, il est enseignant, il est aussi chercheur, voilà, et donc en parallèle de son travail académique, il est connu pour ses interventions, pour ceux qui le suivent, ses interventions publiques, comme là ce soir. Il vulgarise donc les questions complexes liées à l'islam et à la société. Voilà, donc ce qui est intéressant en tout cas chez Rachid, alors je n'ai pas raconté comment on s'est rencontrés en fait, je pense que c'est ça le point de départ. J'ai le droit de le dire ou pas? Bien sûr, bien sûr. Tu m'autorises? Bien sûr. Alors on a un ami en commun sur... Alors, j'ai fait une intervention à Marrakech pour les entrepreneurs et je fais la connaissance d'Hassan, qui est donc le directeur d'une école de commerce, de management et de commerce. Et donc il vient assister à ma présentation. Et ce fameux Hassan, Fnine, organise chaque année, ça te parle aussi, hein, organise chaque année un événement qui s'intitule la semaine du dialogue. Je cherchais le terme. La semaine du dialogue. Et durant cette semaine de dialogue, en fait, il y a une réflexion qui est faite par rapport à la société. Comment, entre l'entreprise, l'école, en fait, quel est le point de départ, sur quoi on doit travailler pour pouvoir faire évoluer une société. Alors moi, je trouvais ça hyper intéressant. En plus, à Marrakech, vous vous rendez compte du niveau des intervenants. Et quand je l'ai entendu s'exprimer, alors il y a deux choses que j'adore chez Rachid, je le dis tout de suite, c'est la notion de récit et d'imaginaire. Et là, il m'a hypnotisé. J'ai pas d'autre terme. J'ai pas d'autre terme et je trouvais donc intéressant. Donc après, Hassan nous a présenté et puis voilà comment on s'est connus. Voilà. Et puis aujourd'hui, il me paraissait important qu'il soit parmi nous à Bourg-en-Bresse et puisse partager avec nous sa vision des choses à travers son livre. Alors très rapidement, ouvrage marquant, Les nouveaux penseurs de l'islam, un ouvrage qui explore les intellectuels musulmans contemporains proposant une réflexion renouvelée sur la foi, la République, l'Église et l'islam, une analyse des rapports entre les institutions laïques et les religions dans le contexte français, les romans, Ainsi parlait ma mère, un roman poignant sur la relation mère-fils, la transmission et la mémoire, et enfin non, Dans les yeux du ciel, et enfin les silences des pères. Voilà. Et c'est vrai que la plupart des personnes qui ont lu Rachid Benzine ont exactement le même ressenti en termes émotionnels en tout cas. Alors Rachid, qu'est-ce que tu veux nous dire sur les silences des pères? Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre? Plusieurs choses, c'est-à-dire que jusqu'en 2015, je n'écrivais que des essais ou des articles scientifiques, puisque d'abord je suis à la fois professeur et chercheur, puisque j'ai commencé à enseigner, j'avais 21 ans. Et je continue donc à enseigner et à chercher, et à partir de 2015, notamment sur la question du 13 novembre 2015, c'est à ce moment-là où je me suis dit qu'il fallait qu'on trouve un autre moyen pour créer un espace de dialogue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est globalement comment, dans une société, dans une famille, on crée du dialogue quand ce dialogue n'est plus possible. Et je voyais très bien que l'analyse qu'on pouvait avoir d'un certain nombre de phénomènes, même aujourd'hui, c'est-à-dire que dès qu'on arrive sur de l'analyse, dès qu'on arrive sur un certain nombre de concepts, les gens refusent, comme s'il y avait une espèce de refus de l'intellectualité ou de l'aspect intellectuel. Il y a quelque chose qui, dans la société française, a du mal à passer, notamment dans l'espace médiatique et politique, où c'est d'abord l'espace des passions.
l'espace des représentations et toute la question c'est comment on arrive globalement à créer cet espace-là. Et j'étais en train de travailler justement à cette époque-là j'avais commencé à mener ce travail en 2012-2013, où je m'intéressais déjà à la question du récit. La question du récit en partant du principe que nous, les êtres humains, nous sommes des êtres narratifs et nous sommes les histoires auxquelles nous adhérons. Voilà, c'est comme ça que l'on se construit. On se construit en adhérant à des histoires. Le philosophe Paul Ricoeur dit que nous arrivons dans un monde qui nous précède. Et ce monde qui nous précède, il y a des histoires qui sont racontées, il y a un langage, il y a des cultures, et nous rentrons dans ce monde-là qui est déjà occupé par la parole des autres. Il s'agit de savoir comment on y entre et comment on trouve sa place. Et je voyais bien que tout ce que je découvrais, à l'époque je travaillais pendant que mes collègues travaillaient sur le parcours des djihadistes, c'est-à-dire leur parcours sociologique, biographique, moi je partais plutôt du principe en disant, voilà, moi j'ai plutôt envie de travailler sur l'histoire que Daesh raconte. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, certaines personnes soient séduites par une histoire, par un récit, et qu'est-ce qui fait que lorsqu'on est séduit par un récit, ça peut être un récit d'amour, hein, qui vous déplace d'ailleurs, puisque j'ai une ancienne amie ici avec laquelle j'étais au collège, que je retrouve ici, qui est trappiste et qui est devenue maintenant à Bourg, et on voit bien que c'est le récit de l'amour qui l'a amené à se déplacer et agir quelque part pour pouvoir se déplacer. Sinon, il y a son mari qui est là. Ah oui, mais c'est un récit d'amour avec son mari, bien sûr. Voilà. Mais je dis ça en plaisantant, mais c'est vrai, c'est-à-dire que l'importance du récit, lorsque les gens tombent amoureux, en général, ils ne tombent pas amoureux de la personne qu'ils ont en face, hein. Ils tombent amoureux à partir d'un récit qu'on leur a raconté, avec lesquels ils ont grandi, que ce soit Roméo et Juliette, avec cette passion qui se termine par un suicide, mais nous avons quand même la conception de l'amour qui passe par la passion. Il faut qu'il y ait de la passion. D'où ça vient cette idée que le récit de l'amour doit passer par la passion? En Chine, par exemple, le récit de l'amour, c'est plutôt l'harmonie. Et donc, il a bien fallu qu'il y ait des gens, pour savoir ce qu'est l'amour, il a bien fallu que des gens portent cette expérience-là dans des récits, dans des histoires, dans des poèmes, et nous avons grandi avec ça. Et donc, on se fait une représentation de ce récit-là, et ensuite, nous essayons d'agir. Pourquoi agir? Parce que le fait d'agir permet de renforcer le récit. Vous voyez, donc, on passe du récit à l'action. C'est la même chose en politique. En politique, il y a un récit qui est raconté, que ce soit par la gauche, l'extrême droite, peu importe le parti. Les adhérents qui adhèrent à ce récit se reconnaissent, ça donne le sentiment d'appartenance, et ensuite on a envie que ce récit soit effectif dans la vie. Donc on commence à agir. Le religieux, c'est la même chose. Le religieux, c'est du narratif. On va vous dire que Dieu a parlé à un moment donné à un prophète, ou à Jésus, Moïse, peu importe, c'est devenu un texte, c'est devenu une communauté de gens qui reconnaissent un texte et le texte qui les reconnaît. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. C'est-à-dire on institue un texte et ensuite le texte vous institue. C'est comme ça que ça se passe, vous voyez. Et ensuite vous vous mettez à pratiquer pour renforcer le récit. Vous voyez, donc ça marche comme ça. Et donc j'étais en train de travailler sur le récit de Daesh. Voilà. Parce que je voulais essayer de savoir qu'est-ce qui pouvait les séduire là-dedans, en ne partant pas du principe que c'était des monstres. Je suis parti du principe que c'était d'abord des êtres rationnels, et pendant que je faisais ce travail, en prison, en France et en Belgique, j'ai découvert des jeunes brillants intellectuellement qui avaient fait de longues études et qui avaient adhéré à Daesh. Donc ça remettait en cause un peu toutes nos représentations qui partaient du principe que c'était des jeunes qui étaient paumés socialement, économiquement et psychologiquement. Et ça nous arrangeait quelque part de le penser. Et ensuite, ce que j'ai découvert en prison, parce que j'avais accès à la fois aux hommes et aux femmes, et j'ai trouvé que les femmes étaient beaucoup plus radicales. Il y a une radicalité qui était beaucoup plus grande dans l'idéologie portée par les femmes que par les garçons. Or, à l'époque, en 2015, les juges partaient du principe que les femmes qui rentraient de Daesh étaient des victimes et qu'il fallait simplement enfermer les hommes et les femmes étant des victimes. Et moi, ce que j'essayais de vous montrer, c'est qu'en fait, elles sont souvent elles-mêmes actrices du départ, même de l'homme. Vous voyez, donc ça ne correspondait pas aux représentations. Et lorsque j'ai essayé d'analyser tranquillement
ce que j'ai appelé ce récit théologico-politique, c'est-à-dire un religieux, un récit qui mêle à la fois le domaine religieux, d'un point de vue mythique, imaginaire, des textes fondateurs et autres, et aussi une dimension politique, puisqu'il y avait une dimension politique en termes, je dirais, de dignité, hein, de retrouver une espèce de dignité par rapport aux humiliations, retrouver la question de l'unité, retrouver de la pureté, vous voyez, tout ce que l'on retrouve chez l'extrême droite. C'est-à-dire une envie d'unité, un entre-soi qui est un fou, hein. Donc là c'était la Oumma qui était complètement fantasmée, donc il y a un nous, un français de souche, on appelle ça aujourd'hui. Je ne sais plus à quel moment s'arrête la souche, mais bon, il y a un nous, voilà. Et ce nous qui prétend restaurer la défense, la pureté contre les immigrés, contre les migrants, contre l'Europe. Vous voyez, ça fonctionne comme ça. Et cette idée de la pureté. Moi, j'avais été vraiment très impressionné par cette idée de la pureté que l'on retrouve au XXe siècle, puisque la quête de la pureté va toujours vers cette idée de la purification. Et ensuite, il y avait des jeunes qui, faute de donner un sens à leur vie, cherchaient à donner un sens à leur mort. Et tout cela était inaudible. Inaudible, pourquoi? Parce qu'on était dans l'émotion. On était dans ce qu'on appelle le magistère de l'émotion. Et quand vous avez affaire au magistère de l'émotion, vous pouvez dire tout ce que vous voulez d'un point de vue rationnel, empirique, factuel, ça ne passe pas. C'est pour ça qu'un des combats contre le Rassemblement national a fait que les faits ne changent absolument rien au ressenti des gens. C'est-à-dire que la raison avec laquelle nous avons grandi, la raison des Lumières, la raison analytique, n'arrive pas à faire changer la donne, quelles que soient les études que vous faites. Donc, je me dis, c'est quand même bizarre, il faut quand même qu'on arrive à trouver un espace de dialogue. Et à l'époque, je me disais, bon, des romans, tu ne sais pas en écrire. C'est vraiment comme ça que j'ai pensé, parce que moi j'ai grandi dans le dialogue, un dialogue avec d'abord mes camarades de classe, etc. Les différentes, parce que j'arrive en 78 et j'arrive dans une école qui s'appelle Jean-Baptiste Clément. Et là, je me retrouve avec 30 nationalités. 30 nationalités, mais vraiment, et personne ne parlait le français. Et on avait une institutrice qui s'appelait Madame Cohen, et elle devait faire de tout ça des bons français. Oui, Madame Cohen, vraiment, c'était ça. Hein. Et je me rappelle très bien à l'époque, c'est comme ça que j'ai aimé la langue française, parce qu'on faisait des dictées. Et quand on avait bon, on avait 1 point. Quand on avait 10 points, on avait une image. Et quand on avait des images, on avait un cadeau. Et je me rappelle très bien, le premier cadeau que j'ai gagné, c'était un poster de Goldorak. Mais je peux vous dire qu'à l'époque, c'était le must qu'il fallait avoir. Voilà. Et donc, je me rappelle, mais pourquoi vous dites ça? Parce que, vous voyez, quand je vous parle de tout ça, nous partageons un même imaginaire. Et le fait de partager un même imaginaire, ça nous permet de créer du commun. Et donc, je me suis dit, bon, bah, tu sais écrire des lettres. Et c'est comme ça que Lettre à Nour est née. En disant, ben voilà, j'ai envie que toute l'analyse, je dirais scientifique que je pouvais avoir sur ce mouvement-là, j'ai envie de porter ce mouvement-là au cœur d'une même famille, puisqu'on a un père de famille qui est philosophe, qui est islamologue, et qui a donné tous les rudiments critiques à sa fille, qui croit dans toutes les valeurs auxquelles on peut adhérer. Et cette fille-là, qui a grandi là-dedans, va reprendre ces mêmes valeurs et va les retourner contre son propre père. Donc on a un dialogue qui devient intime, et en étant intime, il devient universel. Et la première lettre, elle dit « Mon cher papa, je sais que cette lettre va te faire du mal, pourtant je veux te dire combien je t'aime. Papa, je t'ai demandé l'autorisation de passer quelques jours chez tante Safia. Pardonne-moi, je ne suis pas allé. Avant-hier soir, je suis arrivé en Irak pour rejoindre mon mari. » Ça commence comme ça. Et donc on a 14 lettres qui vont durer 2 ans. Et on entend les arguments des uns, de l'un et de l'autre. Et le père se rend compte que plus il va rationaliser, et plus il va perdre sa fille. Vraiment, c'est vraiment très intéressant de se dire qu'en fait, plus on argumente, et moins ça fonctionne. Donc moi, ça m'interroge, je dirais, en tant que rationnel et en tant que scientifique. Et quand j'ai vu l'impact de la fiction, parce que ça a été porté au théâtre, et Eric Cantona est monté sur scène pour jouer cette pièce, voilà, Charles Berling aussi, ouais, donc il y a d'un seul coup, il y avait quelque chose d'universel,
on parlait de l'intime par rapport à une rupture. Mais cette rupture idéologique, ça aurait pu être, je dirais, dans les années 60-70, on aurait pu avoir les Brigades Rouges. Ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être le nazisme, au bout d'un moment, deux amis, puis, ce que ça s'appelle... Inconnu à cette adresse, c'est exactement ça. C'est un échange épistolaire entre deux amis au moment de la montée de Hitler. Il y en a un qui finit par adhérer au nazisme et l'autre qui ne reconnaît plus du tout son ami. Et il est juif. Et il est juif, donc, et on se retrouve dans ce dialogue-là, et depuis, je n'ai pas lâché la place de la fiction, parce que la fiction, elle permet de bouleverser l'imaginaire, elle permet de donner à comprendre des choses. Là où à l'université, nous, en tout cas, en tant que chercheurs et en tant que professeurs, la parole universitaire n'a pas trop de crédit aujourd'hui. Or, Dieu sait qu'on en a vraiment besoin parce que ça permet de problématiser, ça permet de complexifier. Et donc, il s'agit de passer par la fiction pour retrouver des espaces. Et donc, j'ai continué. Et le premier qui est arrivé, d'ailleurs, après l'être à nous, ça a été quand même Ainsi parlait ma mère. C'est le premier qui est arrivé, c'est l'histoire d'un fils qui vient s'occuper de sa mère, alitée, qui ne peut plus bouger, et c'est le fils qui ne s'est pas marié. Et tous les soirs, il lit Peau de chagrin de Balzac à sa mère, un texte qu'elle connaît par cœur. Voilà. Et donc, je voulais travailler la question de la filiation, et la question de la transmission, filiation-transmission, et encore là aussi un dialogue. Mais ce qui m'intéressait, c'était d'abord de voir toute une génération, celle de ma mère et celle de mon père et de beaucoup d'autres gens, qui sont en train de partir. Ils sont en train de partir et moi je pars du principe que toute vie mérite récit. C'est-à-dire qu'une vie, pour qu'elle puisse prendre forme, il faut du récit. Il faut du récit par rapport, pourquoi le récit? Parce que le récit, c'est ce qui prend en charge la question du temps et de la mémoire. Saint Augustin disait, le temps, je sais ce que c'est, mais dès qu'il s'agit d'en parler, je ne sais plus. Il pose ça. Et ce que nous vivons aujourd'hui, pour moi, c'est avant tout une crise de la temporalité. L'accélération du temps à laquelle nous assistons, on est dans ce que Bauman, un sociologue, appelle la société liquide. C'est-à-dire que les changements sont tellement importants que les êtres humains n'ont pas le temps de consolider et de structurer les changements, qu'il y a déjà un autre flux de changements. Et ce flux-là, c'est vraiment très important. Et ça pose la question de la transmission. C'est-à-dire que s'il y a une crise de l'autorité, c'est-à-dire qu'il y a une crise de la transmission, et s'il y a une crise de la transmission, c'est une crise de la temporalité. Pour les plus anciens d'entre nous, nous avons vécu, lorsque nous faisions des dissertations, avec introduction, développement, conclusion, vous vous rappelez de ça? Oui. Thèse, antithèse, synthèse, et pour les plus anciens, à la fin d'un film, il y avait marqué « Happy End ». Vous vous rappelez de ça ou pas? Quand on n'avait que 3 chaînes. Cette manière de configurer le temps, ce que Aristote va appeler mimesis 1, mimesis 2, mimesis 3, peu importe, cette manière d'articuler thèse, antithèse, synthèse, le fait d'articuler la synthèse, c'était quand même une conception du temps long. Hein, c'est le temps long, hein. Pendant très longtemps, on a vécu pendant 2000 ans avec cette idée d'un temps long. Et la synthèse, le présupposé, en tout cas le présupposé qu'il y a derrière la synthèse, c'est une confiance dans l'avenir et une capacité de dépasser la contradiction entre la thèse et l'antithèse. C'est une vision du futur qu'il y a derrière. C'est pour ça que la synthèse devient possible. On peut dépasser la thèse et l'antithèse. Ça, c'est quand vous avez le temps long. Mais à partir du moment où vous avez le rapport au temps, qui maintenant relève, grâce à la technologie que nous avons, qui relève de l'immédiateté et de la spontanéité. Ce qui fait que lorsque les gens vont voir le maire, ils veulent qu'il règle les problèmes aussi vite qu'ils regardent une information sur Google. Et donc, comme on reçoit nos notifications, on est constamment dans ce rapport au temps très court, de plus en plus court. Et donc c'est pour ça qu'il y a autant de communication, c'est pour ça qu'il y a autant de clash, parce qu'il faut être capable d'attirer l'économie de l'attention des gens. On n'est plus dans un rapport au temps long. Mais ce rapport au temps long ne reviendra plus. Et il ne reviendra plus. Et on va aller de plus en plus vers cette accélération. Et le seul moyen, c'est de vivre ce que je pourrais appeler une épaisseur du temps.
C'est-à-dire que lorsque vous vivez des moments d'éternité comme en amour, des moments d'éternité en famille, vous voyez, le fait de manger ensemble, etc., pas de téléphone visible, et d'un seul coup, vous avez le sentiment, d'un point de vue de l'expérience phénoménologique, vous avez l'impression que vous vivez une épaisseur du temps. Vous voyez? Et c'est cette épaisseur du temps que j'essaye d'articuler à travers les romans, et en même temps se dire, à partir du moment où toute vie mérite récit, qu'est-ce que c'est qu'une vie qui n'est pas racontée? Voilà, donc qu'est-ce qu'elle devient si on n'est pas capable de se souvenir qu'une vie a existé? Si cette vie n'a pas été portée au langage, c'est comme si elle... Et donc pour moi c'est une question de reconnaissance, c'est-à-dire que globalement, ces parents qui sont venus ici en France et qui ont accepté la question de l'exil, qui est vraiment pas facile, que va-t-il rester comme trace de leur passage? Et je pense que raconter ces histoires-là, tout d'abord, c'est une question de reconnaissance et de justice. Il faut rendre justice parce qu'on a une dette de sens vis-à-vis de ceux qui nous précèdent, on ne s'est pas fait tout seul. Donc il y a une reconnaissance, c'est le meilleur moyen d'être autonome, c'est d'abord de reconnaître que nous sommes endettés. L'autonomie, c'est ça, c'est-à-dire on ne se fait pas tout seul, on est redevable de l'école, on est redevable des institutions publiques, on est redevable, voilà, donc on a des obligations. Voilà, donc pourquoi? Parce qu'il faut plutôt parler le langage des obligations que du droit, parce que la question du droit, elle est souvent individuelle. Mais le fait de dire que nous avons des obligations les uns vis-à-vis des autres, c'est ce qui permet de créer du commun. Voilà. C'est comme quand les parents vieillissent, on a des obligations vis-à-vis d'eux. Si on pense qu'on n'a pas d'obligation, ça devient problématique. Si le professeur, quand il rentre dans une salle de classe et qu'il sent qu'il n'a pas d'obligation vis-à-vis des élèves, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc c'est non seulement une question de reconnaissance, mais c'est aussi une question de se dire que pour la société française, pour faire récit commun, il faut mettre en commun nos récits. Il faut que ces histoires existent, puisque c'est d'abord une histoire française. Et qu'est-ce qui fait qu'un certain nombre de récits ou d'histoires ont droit à une légitimité dans l'espace public, dans les manuels scolaires, et qu'est-ce qui fait que certains récits n'existent pas? Et le dernier sur les silences des pères, parce qu'il me fallait, c'est un diptyque sur les silences des pères, c'est qu'on ne peut pas aborder la question des silences des pères, notamment les pères ouvriers aussi dans le milieu rural, puisqu'on retrouve ce même type de silence, sans se poser la question comment la société française organise elle-même ses propres silences. Lorsque votre histoire de famille ne vous est pas racontée, et lorsque dans les manuels scolaires, cette même histoire ne vous est pas racontée, vous avez l'impression de ne pas appartenir à cette société. Pourquoi? Parce qu'une partie de votre histoire n'est pas reconnue. Et donc, vous trouvez globalement une injustice, et lorsque vous n'êtes pas reconnu par un récit, vous allez automatiquement chercher un autre récit. Ce qu'on appelle des récits de substitution. C'est-à-dire que même une bande de narcotrafiquants à Bourg-en-Bresse, c'est un lieu de reconnaissance. C'est un lieu de reconnaissance. C'est-à-dire que quand vous y entrez, vos pères vous reconnaissent, il y a un récit qui se fait sur le groupe, vous avez le sentiment d'appartenance, et ensuite vous allez commencer à agir pour le groupe, qui vient renforcer cela. Vous voyez, donc un centre social, c'est un lieu de reconnaissance. On va reconnaître votre dignité, on va reconnaître votre citoyenneté. Et donc, pour moi, c'était important de pouvoir inscrire dans la mémoire et dans l'histoire française ces récits qui sont manquants. Voilà. C'est pour ça que j'aborde aujourd'hui la question de la fiction, c'est pour cette raison-là. Écoute, merci pour ce long développement. Finalement, c'est beaucoup plus simple que je le pensais. Hein. Je me suis dit, mais quelles sont les questions que je vais préparer? Comment je vais lui parler finalement? Merci. En fait, il suffit que je repose une autre question et je te laisse en roue libre. Bon, en tout cas, c'est passionnant. Moi, ce qui m'interpelle, c'est... D'abord, je te remercie de remonter aussi loin par rapport justement à une génération comme la nôtre, où les parents sont venus, j'en discutais, parce que dans le public, j'ai appris aussi, grâce à toi, j'ai appris qu'il y avait quelqu'un ici, là, qui a fait travailler ma petite maman. Ah bah tiens, il est juste devant, tiens, en plus il lève le bras. Et voilà, donc, et on a exactement la même histoire, et c'est vrai que ces parents qui sont complètement illettrés
comment ont-ils pu faire pour avoir d'abord autant d'enfants et faire en sorte que ces enfants puissent faire tous des études et pouvoir s'en sortir. Et moi, je suis vraiment très touché, c'est pour ça que je n'ai pas besoin de dire grand-chose, en fait, avec toi, parce que ce que tu me racontes, en fait, je le vis. Et donc, voilà, on a parlé d'émotions tout à l'heure. On y arrive, t'inquiète. Elle a peur d'être zappée. T'inquiète, c'est prévu. Donc, merci en tout cas pour ce développement. Et le concert, il y a une telle magie qui s'opère là-dedans que, je dirais, sa maison de disques à l'époque décide de travailler dessus, de le sortir tel quel. Et ça va être, alors que c'est un enregistrement qui ne devait pas sortir, qui ne devait déjà pas être enregistré, et ça va être l'album le plus vendu dans l'histoire de jazz. Si vous êtes sur Spotify, vous tapez Les Silences des Pères, vous avez toute une liste. Je vous ai fait une playlist parce qu'il y a beaucoup de musique à l'intérieur. Et il s'avère que cette cassette audio que j'ai, comme beaucoup de gens d'ailleurs, ce père-là, il l'écoutait. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce, à travers cette musique, il y avait quelque chose qui relevait de la résonance. Mais ce qui m'a intéressé, c'est qu'il n'a pas pu jouer sur certaines notes aiguës. Donc on ne les entend pas. On les entend pas. Et ça m'intéressait par rapport au non-dit. C'est-à-dire que lorsque vous écoutez ça, vous ne savez pas qu'il y a des notes qui n'étaient pas dites. Et à partir des non-dits, il y a eu de la transmission. Il y a eu quelque chose. Et on a ce fils qui revient et qui doit enterrer son père, parce que c'est un fils maghrébin, il doit d'abord lui laver le corps. Alors qu'ils s'étaient fâchés. Hein. Ils étaient fâchés tous les deux pendant 22 ans, des malentendus qui les ont éloignés l'un de l'autre, hein. Surtout après la mort de la mère. Il dit, c'est à la fois mon père et un étranger qui est mort. C'est-à-dire qu'il y a eu un dialogue qui n'a pas été possible, et même quand vous habitez avec votre père, parfois, lorsqu'il est silencieux, vous avez l'impression de vivre avec un inconnu, un étranger, et quand il est à la retraite, pour lui-même, vous êtes des étrangers pour lui. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'incommunicabilité, il y a quelque chose d'une distance qui s'est effectivement faite, puisqu'il lave le corps, ensuite il faut débarrasser l'appartement, c'est la chose la plus difficile, quelque part. Après laver le corps, il faut débarrasser un lieu dans lequel vous avez vécu, dans lequel il y a toute votre enfance, il y a tous vos souvenirs, et il y a ensuite la question, qu'est-ce que vous gardez pas, donc vous avez envie de... Et lui, il tombe sur des cassettes audio. Les cassettes audio, on est d'une génération qui peut comprendre ce que c'est qu'une les cassettes audio, hein, ces fameuses... Et ce père-là avait enregistré, comme des lettres, à son propre père resté au pays d'origine. Parce que c'était une pratique sociologique. C'est-à-dire que beaucoup d'ouvriers, ne sachant ni lire ni écrire, enregistraient des cassettes audio qu'ils envoyaient au bled, et sur ces mêmes cassettes, parfois, ils effaçaient, et la famille répondait. Donc c'était un espèce d'échange épistolaire, et donc du coup ce fils-là, d'abord au moment de l'enterrement, il lui dit, voilà, il y a quelqu'un qui n'a pas pu venir, ton père lui a sauvé la vie. Et ça arrive souvent quand vous avez des enterrements, il y a des gens qui viennent et qui disent, votre père était comme ci, votre mère était comme ça, ou votre frère. D'un seul coup, vous apprenez quelque chose que vous ignoriez. Et donc il y a quelque chose qui l'intrigue. C'est quoi cette idée que mon père a sauvé quelqu'un? C'est pas possible. On nous en a jamais parlé. Ensuite, il écoute ses cassettes audio, et ces cassettes audio, il entend son père plus jeune, avant qu'il ne rencontre sa propre mère, avant qu'il ne soit marié. Et c'est pas facile d'imaginer que votre père n'a pas toujours été cet homme avec ce cadre et cette photo qu'il y a sur la commode dans le salon avec une moustache. Parce qu'on a l'impression que pour certains, leur père, ça a toujours été ça. Il est arrivé comme ça, il est resté comme ça, et il serait même né comme ça. Vous voyez, on a parfois, je dirais, ces éléments-là. Et il décide d'aller à la rencontre des amis de son père. Et donc, il ne va pas au Maroc. D'abord, il fait un voyage de mémoire hexagonal. Et il ne va pas n'importe où. Il va dans des lieux où son père a travaillé. Et ce sont des lieux qui ont été importants pour la conscience ouvrière. Ça a été des lieux de syndicalisme, de lutte ouvrière, qui ont forgé tout un imaginaire de l'ouvrier.
Et quand il entend parler de son père, en plus des cassettes, par les autres, il dit c'est pas possible, ils sont en train de parler de quelqu'un d'autre. C'est pas mon père. Voilà. Et je voulais rendre hommage à la fois à cette conscience ouvrière, à ces gens qui se sont battus, parce que souvent on a dit aux jeunes, vos pères ont courbé les chines. Hein. C'était ça hein, le discours. Hein. Dans les années 90, avec un certain type de prédicateurs musulmans, parce que l'islam était censé restaurer la question de la dignité. C'est comme ça qu'il est perçu, c'est de la dignité. On a créé tout un discours sur les pères en disant ils ont rasé les murs, ils ont courbé les chines, voilà, et d'autant plus qu'à un moment, lorsque le frère du narrateur, du musicien meurt, le père descend et il parle et il n'y a pas de révolte. Et donc lui, à 14 ans, voyant que son père, au moment que lui qui perd son propre frère, et le père qui semble pas montrer de souffrance quoi que ce soit, et qui demande aux gens d'arrêter tout de suite la question de cette révolte qui commence à partir dans le quartier, il prend ça pour de la lâcheté. Et il dit, voilà, mon père a été lâche. Mon père, il a fait ce qu'on attendait de lui, fermer sa gueule, et lui, il vit avec cette révolte. Et c'est assez intéressant de voir à un moment, quand il réécoute la cassette, au moment où son frère meurt, où il entend le père parler de la mort de son propre fils, d'un seul coup, il perçoit tout ce qu'il n'avait pas perçu. D'un seul coup, c'est une autre lecture. Mais ça dit, globalement, quand on est jeune, on ne s'intéresse pas à ses parents. Voilà, on ne s'intéresse pas à ses parents, c'est comme ça. On grandit, voilà. Et c'est une fois qu'ils ne sont plus là au moment de la maladie que se posent un certain nombre de questions, parce que la mort des parents crée une rupture en termes d'identité narrative, en termes d'identité, qui nous oblige à reconfigurer notre propre identité par rapport à cette absence-là. Et il faut être capable de revisiter ça. Et lui, justement, il va dans les mines du Nord, mais il va aussi à Besançon, là où il y a eu l'usine LIP. C'était les unes montrent où pour la première fois, les ouvriers ont pris en autogestion cette usine. Donc c'était important de dire, tiens, il y a un moment, il y a une promesse là, qui a été inachevée, mais il y avait une promesse en termes de, je dirais, d'émancipation collective. Il va dans les usines, je dirais, d'automobiles. Ensuite, il va travailler dans le bâtiment. Ensuite, il va travailler aussi un peu dans la musique, et ensuite dans les maraîchers. Ouais. Et ça a été des lieux, je dirais, où la question du collectif a été très très importante. Et donc, en revisitant l'histoire de ce père, en fait, on revisite l'histoire de l'immigration, et en revisitant l'histoire de l'immigration, en fait, on revisite l'histoire de France. Pourquoi? Parce que l'histoire de l'immigration, c'est d'abord une histoire des ouvriers, c'est une histoire ouvrière, donc c'est important de l'inscrire de manière beaucoup plus large dans l'histoire ouvrière, et cette question de l'histoire ouvrière, c'est important de l'intégrer dans l'histoire, je dirais, de France. Et c'est important, je dirais, de transmettre cette histoire-là, parce que nous sommes le produit de ces histoires-là, parce que le narrateur dit à un moment que tous les exilés sont des cadavres en sursis. Parce que j'ai eu l'occasion d'aller dans les foyers, avant on appelait les foyers Sonacotra, et vous avez beaucoup d'hommes qui sont venus tout seuls et qui vivent ici. Et j'en ai interrogé beaucoup dans les foyers qui ont travaillé dans les mines ou à l'usine de Besançon ou dans le bâtiment. Et il y a ce paradoxe que Abdelmalik Sayad, le sociologue algérien, appelait ça avec la double absence. C'est-à-dire que quand on les interroge, il dit « Quand je suis ici, je rêve d'être là-bas. Quand je suis là-bas, je rêve d'être ici. Je ne suis bien que dans l'avion, que dans l'entre-deux. » Non, mais c'est, mis à part le problème d'indice taux de carbone, voilà, il y a quand même cette idée. Mais il y a cette idée de, je dirais, parce que quand je dis que ce sont des cadavres en sursis qui traînent dans le fantôme de l'histoire et qui attendent la mort, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on est exilé, il y a un traumatisme. Hein, il faut se remettre aussi à l'époque. Hein. On n'est pas dans un contexte de mondialisation comme nous le sommes aujourd'hui, on a accès directement. D'abord, la plupart viennent des milieux ruraux. Ensuite, on a été les chercher, puisque à un moment, je raconte cette histoire de ce fameux Morat, cet homme qui va faire venir des milliers et des milliers de gens
je dirais, du Maroc, dans le sud du Maroc, où il va dans le sud du Maroc, en allant chercher d'abord des gens. Il va les chercher à la fin des années 50, au tout début des années 60, c'est-à-dire on est juste après l'indépendance de la guerre d'Algérie. Hein. Et quand vous voyez les gens, ça a été très bien raconté dans l'ouvrage de Samira El Ayachi, une autrice du Nord, avec un bouquin qui s'appelle Le ventre des hommes, où elle raconte ça encore beaucoup plus, que son père a été ouvrier, et on allait les chercher, je dirais, on regardait leurs dents, leur dentition, on regardait leurs mains, s'ils étaient rêches ou pas, et on regardait leur taille, parce qu'il fallait rentrer dans les mines, vous voyez, à 1000 mètres en dessous du sol, on regardait leur force, on regardait leur santé, et s'ils étaient aptes, on mettait un tampon vert. C'est comme ça qu'on les a été recrutés, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'animalisation dans le processus de recrutement. Et ensuite, on va les chercher avec un espèce de déracinement, et moi j'habite à Trappes, et la ville de Trappes, ça a été d'abord une ville bretonne. Et quand je discute avec les Bretons qui sont encore à Trappes, ils te racontent la même chose, c'est-à-dire c'est un déracinement, le fait de venir de Bretagne à Trappes. C'est un grand déracinement, c'est-à-dire qu'il y a des exils intérieurs. Et donc face à ce déracinement-là, où lorsque vous êtes dans un pays d'origine, vous avez une place, on vous assigne une place, vous êtes reconnu à cette place, et vous vivez par les interactions anthropologiques, linguistiques, sociologiques, qui vous donnent cette place, cette dignité. Vous arrivez ici, vous n'êtes plus considéré que comme force de travail. Donc il y a une espèce de chosification, je dirais de réduction. Et d'un seul coup, parce que vous espérez une meilleure vie. Et ensuite, vous faites venir vos enfants et vous acceptez les conditions et les souffrances et pas mal de choses, parce qu'on est encore dans les années 60-70 jusqu'au début des années 80, où il y a une idée que le futur sera bien pour nos enfants. C'est-à-dire qu'il y avait un récit d'anticipation du futur, en se disant, je peux comprendre le sens de mes sacrifices parce que mes enfants vivront mieux que moi. Aujourd'hui, le récit du futur s'est effondré devant nous, le récit du progrès s'est effondré devant nous, se mettent en place des incertitudes qui créent des demandes de sécurité, parfois qui vont jusqu'au sécuritaire, d'un point de vue, je dirais, autoritaire, mais il y a beaucoup de parents pensent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux, dans un monde plus compliqué. Donc ça, c'est le récit. Et donc, j'ai essayé de comprendre comment... D'abord, j'ai pensé que ce qui m'intéressait, c'était d'abord pourquoi ce silence-là? Pourquoi ce silence familial? Et pourquoi le silence étatique? Parce que c'est-à-dire, on ne peut pas lire les silences familiaux sans lire les silences même dans la manière dont l'État organise ses propres silences. C'est-à-dire que, je me rappelle, dans les années 80, lorsqu'on nous étions en cours d'histoire géo, sur la guerre d'Algérie, on l'appelle la guerre d'Algérie, mais avant on les appelait les événements d'Alger. C'était pas le terme guerre d'Algérie. Et c'est intéressant de voir l'évolution des mots. Dans les années, c'est assez intéressant, parce que dans les années 50, tu me dis, parce que je peux... Voilà, dans les années 50, 60, 70, les gens les appelaient les immigrés, les travailleurs. Les travailleurs immigrés. Dans les années 80, on les appelait les beurs, la nouvelle génération, les beurs. Et à partir des années 90, par une opération du Saint-Esprit dont seul le christianisme a le secret, tous ces gens-là sont devenus musulmans. Alors, dans une espèce de baptême, d'un seul coup, il n'y a plus que des musulmans. Non, mais c'est intéressant cette manière de nommer. Voilà. J'ai encore plein de choses. Oui, non, mais je sais. C'est pour ça que alors on va procéder différemment. Moi, je voudrais juste que tu nous dises en fait quelles sont les conséquences sur ce fils, justement, de découvrir une autre perception de son père que celle qu'il avait en tant qu'enfant. Voilà, cette question. Et après, ce que je vais faire moi, en fait, parce que je pense que les gens sont venus aussi pour te parler, et je vais leur donner le micro. Anne-Laure, ça sera à toi, s'il te plaît, si tu veux bien distribuer la parole. Non, c'est cette idée que... C'est assez intéressant parce que, au début, il refuse d'entendre ce qu'on lui dit sur son père. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne correspond pas à son propre système de représentation. Ça va t'intéresser.
il développe ce qu'on appelle... Je pas osé faire le parallèle. Non, mais je te le... comme Tyson, moi je mangeais le micro. Voilà, je te le fais direct. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une immunité au changement. C'est très difficile de pouvoir changer de représentation. C'est-à-dire que l'être humain, il est tellement assis sur ses propres représentations, parfois qui sont de manière inconsciente, que c'est très très difficile. C'est une question d'identité. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... S'il accepte ce changement aussi rapidement, c'est une espèce de dissolution de son identité. Et c'est au fur et à mesure, avec les cassettes, parce qu'il pensait venir 3 jours, et en fait le voyage va durer 15 jours. 15 jours. Et au fur et à mesure, le récit et les représentations qu'il a fait sur son père sont en train de s'effondrer. Et d'un seul coup, il relie son père d'une manière autre, et il découvre que son père l'a aimé plus qu'il ne le pensait. Et quand il découvre la cassette où il entend parler de lui et de son fils qui est mort, d'un seul coup, il se dit là j'ai raté quelque chose. C'est-à-dire que le principe des parents et des enfants, c'est qu'on vit tous sur des malentendus et des malentendants. C'est le principe de la transmission. Vous savez que la transmission, c'est quelque chose d'assez bizarre en fait. Dans la transmission, ce que vous voulez transmettre, vous n'arrivez jamais à le transmettre. Et ce que vous ne vouliez pas transmettre, c'est ça que vous arrivez à transmettre. Et je m'arrêterai là. Génial. Voilà, alors on va se promener, lever la main. Et le plus difficile, c'est la première question en général. Mais d'abord, est-ce que vous avez envie de lui poser des questions? Alors ça peut être des questions, ça peut être aussi pour ceux qui ont déjà une réflexion sur ce qui a été développé. D'apporter un peu votre ressenti sur le livre. Ce que vous... Ouais, je vais lancer. Ah, Evelyne. Alors je suis moi aussi fille d'immigrés, papa et maman. Et alors pour moi c'est un peu compliqué parce que je suis née en France mais j'ai été élevée par mes grands-parents. Donc à l'âge d'1 an je suis repartie dans le pays et j'ai vécu pendant 4 ans dans le pays. Et donc du coup je suis revenue en France après, donc je ne parlais pas français et j'ai eu un peu la même problématique. Mais en CP où il fallait que j'apprenne la langue. Quel pays? J'étais en Slovénie, c'est un ex-pays de la Yougoslavie, voilà, qui est la communauté européenne depuis des années. Donc c'est une langue slave, donc elle n'a rien à voir avec le latin. Ma chance, c'est qu'on est juste à la frontière italienne, donc j'étais parfaitement trilingue quand j'étais enfant, parce que malheureusement j'ai beaucoup perdu, parce que je pratique pas assez en tout cas. Et alors, ça m'a touché ce que vous avez dit. Quand je suis là-bas, je pense à ici, et quand je suis ici, je pense à là-bas. C'est tout le temps. Merci. C'est émotion parce que c'est tout le temps comme ça. Et plus je lis, et plus ça me fait. Et je pense que votre livre va me faire beaucoup pleurer. J'en suis qu'au début. Mais c'est exactement ça. Et c'est pas dans l'avion, moi c'est dans la voiture, parce que j'y vais en voiture, et à chaque fois c'est ça. C'est pendant le voyage où je me dis où je suis. Là-bas ou ici, j'arrive pas à trouver ma place. C'est un peu ça. Excusez-moi, je suis plus joyeuse. Alors, pardon juste de vous, parce que je la connais très bien, je la connais depuis longtemps, et je vous assure que c'est la première fois que je la vois comme ça, parce que pour moi, elle a été tout le temps souriante, tout le temps, et d'ailleurs, j'ai toujours dit, mais comment tu fais? Merci pour ce partage quand même. Bon, t'auras une séance, c'est bon, ça on a compris. Non, mais vous avez raison, c'est-à-dire que il y a cet entre-deux qui n'est pas facile, d'autant plus que moi je vois par exemple par rapport à mes parents, il y a d'abord toutes les personnes qu'elles ont connues ou l'espace qu'elles ont connu, parce que d'abord quand on part on quitte un espace. Et quand cet espace change, c'est très difficile, c'est-à-dire que c'est plus l'espace de votre enfance, c'est-à-dire que le pays que vous avez quitté, il a continué sa marche. Les gens ne sont plus là, alors, ils ont été remplacés par d'autres, hein, cette fameuse théorie du remplacement. Ça fonctionne même dans les pays d'origine. Ça dépasse la Méditerranée. Voilà. Et ici, quand vous faites des enfants, bah, vous êtes en attente en fait. Vous êtes en attente et c'est très intéressant de dire aux gens où est-ce que vous avez envie d'être enterré. Je dis ça souvent ça aux gens. Où est-ce que, alors là j'habite à Trappes
Et les Marocains ont commencé à enterrer leurs parents dans la ville de Trappes, cimetière musulman là. C'est ce que j'appelle l'intégration par le sous-sol. Voilà, on aime tellement ce pays que c'est surface, sous-sol, vraiment. C'est hyper important, mais ça inscrit bien une population de manière définitive. Et voilà. Et les exilés, mais vraiment, c'est ça qui est intéressant, parce que quand j'ai été interrogé des Polonais, des Slovaques, des Italiens, c'est la même expérience. C'est vraiment, d'abord, cette expérience qui est un traumatisme. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont su... ce traumatisme, il était tellement important qu'il y avait une impossibilité à dire ce traumatisme. C'est-à-dire que les mots manquaient pour dire cela. Il y en avait un autre qui était un Algérien de 92 ans, sur la question des silences. Toute une partie de sa famille avait été massacrée par les Français durant la guerre d'Algérie. Et il vient en France. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Hein. Il vient en France, il se marie, il a des enfants et des petits-enfants. Et il subit d'autres vexations, etc. Mais il a quelqu'un plutôt de digne, qui a été très important dans le syndicalisme ouvrier. Il a mené des combats. Et je lui ai dit, mais sur la souffrance, etc. Je lui ai dit, mais est-ce que vous avez raconté ça à vos enfants et à vos petits-enfants? Il m'a dit non. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas raconté? Il m'a dit, vous savez, il a eu cette belle image. Il a dit, je ne voulais pas alourdir le cartable de mes enfants avec des pierres. C'est une image qui est très belle. C'est-à-dire qu'à un moment, mais ça m'intéresse dans le rapport au passé, c'est-à-dire que c'est une génération qui ne voulait pas, qui voulait d'abord que les souffrances meurent avec elle. Il ne voulait pas transmettre de la souffrance ou des traumatismes. Ça, c'est important. Et en même temps, c'est une génération, alors en arabe, on dit « l'ifat-med », c'est-à-dire ce qui est passé, c'est mort. Allez, c'est très intéressant. Ils ont inventé la résilience bien avant Boris Cyrulnik. Non, mais c'est intéressant parce que ce rapport au passé, avec cette promesse d'avenir, hein, c'est-à-dire ils étaient devant une promesse. Cette promesse faisait que ce qui est important, c'est l'avenir, c'est pas le passé. Aujourd'hui, les gens sont enfermés dans un éternel présent, ce qui fait qu'on est dans une société de victimes, où tout le monde se présente étant victime de quelqu'un ou d'une institution. Voilà, c'est vraiment tout. Et c'est plutôt une société qui dit « dis-moi quelle est ta souffrance, je te dirai qui tu es ». C'est-à-dire que c'est une société qui se définit d'abord par la souffrance. C'est assez intéressant, alors que l'ancienne génération partait du principe que la souffrance, elle fait partie de la vie. Donc on voudrait avoir une société palliative, quelque part, c'est cela, et je trouve ça intéressant de réinterroger ce processus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas tenir compte des violences que subissent les gens, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je dis, c'est que le discours des victimes devient de plus en plus important, et tout le monde se sent victime de quelque chose. Voilà, je suis victime de mon patron, je suis victime de l'instituteur, je suis victime de l'institution, je suis victime de mon voisin. Donc ça produit, et à force d'aller vers cette société des victimes, on se pose la question du commun. À moins qu'on devienne tous des victimes, pourquoi pas. Mais ça pose la question du commun, ça pose aussi la question du tragique dans l'existence. C'est-à-dire qu'il y a du tragique. C'est comment, qu'est-ce qu'on fait avec ce tragique de l'existence? Et l'exil est une forme de tragisme. Sur la place, justement la place du témoignage, et sur ces questions de silence, effectivement, il y a d'abord le silence de la protection, il y a un silence aussi qui est lié à la pudeur, il y a un silence qui est lié à la honte. Quand on a subi des choses, on n'a pas envie de les raconter. Ça suppose le silence. Ça suppose un moment qu'on n'a pas les mots, ça suppose de rentrer quelque part en silence. Et puis le silence chez mon père, c'est une manière d'être au monde. Moi je vois mon père, son silence, c'est une manière d'être au monde. Et donc du coup, est-ce que je dois le brusquer pour qu'il puisse parler, communiquer? C'est une vraie question. D'ailleurs, au début du conflit israélo-palestinien, je me souviens très bien,
où tu parlais d'injonction, de parler, tout le monde devait absolument s'exprimer, donner un point de vue, et je trouvais hyper intéressant que toi tu dises, ben non, finalement on a peut-être besoin aussi du silence pour mesurer ce qui se passe, voilà, si tu veux développer, voilà. Non, mais vous avez toujours des injonctions quand vous êtes globalement un peu basané. Voilà, un peu musulman, un peu maghrébin, vous voyez, donc il y a comme une espèce de... c'est-à-dire que c'est le paradoxe de la société française, elle veut des citoyens, et quand il y a un basculement, un moment, elle crée des communautés. Elle crée des communautés virtuelles qui n'existent pas dans la réalité. Et effectivement, il y avait cette injonction de parler par rapport au 7 octobre. Donc il y avait déjà le 7 octobre, et si vous vouliez avoir une approche, c'est-à-dire en disant, ben voilà, il y a ça, mais c'est important de pouvoir l'inscrire dans la longue histoire, depuis au moins 1917, 1948, et cette perspective historique, elle vous était interdite. Et donc du coup, on vous imposait un silence sur cette période-là. Voilà. Et ensuite, quand vous discutiez, il y avait un certain nombre de préalables que vous deviez dire. Et si vous ne disiez pas ces préalables, vous n'étiez pas audible. Donc c'est très intéressant parce qu'on vous amène à la fois pour discuter et dialoguer, et en même temps on vous met des limites dans la manière de discuter. Et il fallait dire que, je dirais, le Hamas est une organisation terroriste. Voilà, il fallait dire un certain nombre de choses pour être audible. C'est comme la douane, vous voyez. Et ça, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose d'assez difficile. D'abord, lorsque vous avez une tragédie comme ça, ben, les mots ne viennent pas. C'est d'abord l'émotion qui finit par prendre le pas. Mais comme il faut alimenter, il faut parler. Et donc, du coup, tout silence est vu comme un silence complice. Si vous ne dites rien, ça veut dire que vous approuvez. Donc, non seulement on a des injonctions, ensuite, on a une censure de la parole, ce qui fait que même l'espace politique et dialogique, quelque part, du dialogue, devient de plus en plus difficile. Vraiment de plus en plus difficile. Et c'est assez intéressant parce que quand vous êtes dans un quartier populaire, on vous dit, voilà, on n'entend que le narratif israélien, c'est ce que les gens disent, les médias sont pro-israéliens. Il s'avère que j'ai des amis juifs. Quand vous les écoutez, on n'entend que le narratif palestinien. C'est-à-dire que chacun est enfermé dans sa bulle et ne voit que ce qu'il a envie de voir. Voilà, et donc ça crée globalement des crispations de telle sorte que le dialogue devient de plus en plus impossible. Et en plus, si vous êtes sur Internet, sur Twitter, et que vous écrivez quelque chose, et quand on vous attaque, et vous vous remettez je dirais, là, il y a une forme de radicalité. Moi, je dis, il y a beaucoup de gens qu'on a perdus. Il y a beaucoup de gens qu'on a perdus parce que le dialogue devenait pratiquement impossible parce qu'il y avait... c'est assez intéressant de voir ce retour du tribalisme. Et il y a beaucoup de personnes que je connaissais qui étaient dans un espèce d'universalisme assez incroyable et qui, d'un seul coup, se sont renfermés dans leur petite tribu. Et moi, ça m'interroge, ça nous interroge énormément de se dire, est-ce qu'à un moment dans le tragique de l'existence qui peut nous arriver, c'est quels sont les leviers que nous avons pour ne pas tomber dans cette espèce de tribalisme. Et y tomber, puis s'y faire mettre. Ah oui, bien sûr, oui. Et ensuite l'alimenter ou que la présupposée communauté vous... allez-y. Tu veux peut-être là. Moi, je disais, il y a le tribalisme dans lequel on s'enferme, où les gens s'enferment, mais il y a aussi le tribalisme dans lequel on nous enferme. Parce que si on prend certaines positions, on nous dit vous êtes pro-palestinien, même si je ne veux pas être dans cette tribu-là, ben on vous met dans cette tribu. Oui. Mais c'est assez intéressant de voir comment les sociétés se polarisent. Le nous et le eux. Et donc c'est toujours partir du principe que l'autre est une menace. Ouais, c'est vraiment cette idée que l'autre est une menace et qu'il va falloir... moi j'étais assez surpris à un moment sur Karim Benzema, puisqu'on n'est pas très loin de Lyon.
C'est-à-dire qu'à un moment, que ce soit Darmanin, etc., et puis d'un seul coup, il y a toujours cette idée d'une crise de loyauté. Vous voyez, donc on remet en cause votre loyauté. Parce qu'à un moment, vous dites, ben voilà, je suis pour d'abord l'avènement de l'État palestinien. Vous voyez, donc vous dites ça, puis d'un seul coup, vous allez être assigné comme, ça veut dire que vous êtes pro-Hamas. Non, non, je peux ne pas être pro-Hamas, mais dire que la politique israélienne, depuis un certain nombre d'années, crée les conditions de cette violence. On peut l'entendre, ça. De même dire, ben voilà, à l'intérieur des phénomènes palestiniens, il y a des groupuscules qui participent aussi à cette violence. On peut le dire, je pense qu'on peut dire les deux en même temps. Quand je dis en même temps, je pense à Paul Ricoeur, hein, je ne pense pas pour que les choses soient claires, parce que le principe du en même temps, c'est d'abord Ricoeur, hein, dans la métaphore vive. Voilà, c'est tenir deux choses ensemble pour les travailler. C'est cela, Ricoeur. Voilà. Voilà. Mais je dois avouer que dans l'espace médiatique, le dialogue devient de plus en plus vraiment difficile, parce que ce sont des anathèmes et ce sont des disqualifications. Donc islamistes, islamo-gauchistes, vous voyez, donc je peux vous en faire toute une liste. Hein. Et quand les gens vous disent islamo-gauchistes, Hamas, etc., c'est qu'à un moment, il n'y a plus tellement... C'est-à-dire que la manière dont je vois le dialogue, moi-même vis-à-vis d'un adversaire, c'est d'essayer que l'adversaire me donne ses meilleurs arguments. C'est comme ça que je vois le dialogue. C'est-à-dire que dans le dialogue que j'ai avec quelqu'un, j'ai envie qu'il me sorte ses meilleurs arguments. Voilà, et qu'on honore le conflit. Honorer quelqu'un, c'est comme en boxe, vous combattez, vous honorez quelqu'un, avec des règles, mais comme honorer quelqu'un qui vient chez vous. Vous voyez, c'est comme ça que je vois le dialogue. Je vois le dialogue, en tout cas les conditions et les possibilités du dialogue, je le vois d'abord pour dire, ben voilà, sors-moi tes meilleurs arguments. Je veux discuter tes meilleurs arguments, et pas partir du principe de caricaturer la position de l'autre pour tout de suite tenter de le disqualifier. Une question, en fait, derrière le fait de ranger comme ça dans des cases, moi je me pose plutôt la question de la crise identitaire, en fait, le fait de chercher à quoi j'appartiens, mais c'est comme ça pour, enfin là on prend le conflit israélo-palestinien, mais c'est comme ça pour... C'est comme ça pour plein d'autres choses. Je suis ici, je suis ça. Enfin, on range constamment dans une case. En fait. Et j'y vois plus largement une crise identitaire. Oui, en tout cas, vous avez raison de mettre la question identitaire au centre, parce que globalement, c'est ce qui traverse la société française et d'autres. Globalement, je pense sur les prochaines élections, il va y avoir deux questions fondamentales. La question identitaire qui va se traduire notamment par rapport à la question de l'immigration, par rapport à la question du genre, le wokisme, etc., ce qu'on raconte. Et de l'autre côté, par le pouvoir d'achat. Voilà, ce sont ces deux structures-là qui permettent... C'est assez intéressant parce que René Girard, je ne sais pas si vous connaissez l'anthropologue français, qui a travaillé sur ce qu'il appelle la rivalité mimétique, à partir de la notion du désir, où il a montré que ce qui ramène la violence, c'est d'abord le désir mimétique. Voilà, et il a travaillé à partir du christianisme sur l'introduction du bouc émissaire. C'est-à-dire que lorsqu'une société désigne un bouc émissaire, il faut que ce bouc émissaire soit sacrifié, expié, au sens d'expiation, pour apaiser la société. C'est très intéressant parce que nous restons finalement très très primaires, avec des insécurités qui sont là, qui sont des insécurités économiques, psychologiques, mondiales, etc. Et ce qui est marrant, c'est que au lieu que les institutions créent des espaces de sécurité, comme la famille crée un espace de sécurité pour que les enfants puissent grandir et développer de la confiance, de la reconnaissance et de l'action, en France, tout ce qui relève de l'aspect safe, hein, en tout cas en anglais, il est pris simplement en charge par l'aspect sécuritaire parce que c'est de l'identitaire. Et l'identitaire, c'est ce qui touche les valeurs, les croyances de groupe, hein, la culture, les représentations. Et là-dessus, malheureusement, ce que je disais tout à l'heure, le magistère de la raison ne peut absolument rien faire. C'est tellement ancré,
Par exemple, chez Carl Gustav Jung, c'est la psychologie des profondeurs. En sociologie et en anthropologie, on appelle ça plutôt les archétypes, les mythes, l'imaginaire. C'est tellement puissant dans des sociétés, chez l'individu, que la raison ne peut absolument rien faire. Et quand on a des mythes qui dérivent comme ça, le seul moyen, une fois qu'on a fait le travail empirique de déconstruction, c'est d'être capable de proposer un contre-mythe. Et c'est mythe contre mythe, et on voit bien que, par exemple, sur le conflit israélo-palestinien, c'est récit contre récit. C'est une guerre des récits. Et en France, il y a des guerres des récits, il y a les récits féministes, il y a les récits écologistes, il y a les récits décoloniaux, il y a les récits sociaux, il y a les récits nationalo-religieux. Vous voyez, il y a plein de récits qui sont en train de mener une véritable guerre, avec cette nécessité pour moi d'introduire d'abord, d'apprendre aux jeunes à problématiser. C'est pas tellement l'esprit critique, c'est d'abord comment on problématise. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui font esprit critique. Non, non, comment on problématise. C'est la chose la plus fondamentale. C'est la première des choses, de créer des cours de problématisation. Voilà. Parce que l'idée de la critique, c'est à force de développer de la critique, on est critique, mais c'est quoi vos convictions? Parce que je veux dire, pour avoir de la critique, il faut avoir des convictions quand même. Je veux bien critiquer quelque chose, mais il faut critiquer des compétences, des convictions. Et on voudrait faire croire aux gens qu'on est simplement dans la critique et que nous n'avons pas de conviction. Et c'est important d'essayer d'amener les gens à problématiser le monde dans lequel on vit. Par exemple, quand Bauman parle de la société liquide, je trouve que c'est un concept très intéressant par rapport à nos institutions, qui ont été le produit d'une longue histoire et qui se sont à un moment structurés, solidifiés. Voyez. Donc comment on fait avec une société du flux par rapport aux institutions, par rapport à la question institutionnelle? Et ça, c'est une véritable crise. Comment on vit par rapport à cette accélération du temps? Comment on transmet à l'école face à cette accélération du temps, dans nos familles, vous voyez, et je pense que plus on nous tirera en termes de problématisation, et plus les gens pourront à un moment pouvoir agir plutôt que de leur donner globalement cette idée de réponse. Voilà. Mais vous avez raison, la question identitaire, elle est intéressante, et c'est intéressant parce que tous les tatouages sur le corps là, que les gens font, tous les gourous du bien-être, il y en a une sur Netflix qui montre comment on range ses habits, Kunda, comment elle s'appelle? Marie Kondo. Et les gens s'extasient devant le rangement, le bien-être, en disant que si c'est bien rangé, il y a un espace de pacification, de gratitude, d'apaisement. Et puis l'autre qui dit il faut que ça soit feng shui, donc du coup dites bonjour au soleil le matin, dites bonjour à la lune, des choses comme ça. Hein. On n'en a pas parlé avant. Mais des éléments comme ça. Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait que les gens investissent autant sur leur corps? Ça, c'est intéressant. Moi, j'ai l'impression qu'on investit autant sur son corps parce qu'en fait, on s'est désinvesti du politique et de changer le monde. Hein. C'est une façon de chercher des limites aussi. Oui, c'est-à-dire que faute de changer le monde, je vais changer mon corps. Vous voyez, c'est globalement ça. Et moi, ça m'intéresse, puisque la question du politique, c'est la question du commun. Et lorsqu'il y a une espèce de désertion en termes d'action politique des gens d'un point de vue associatif, etc., ben c'est là où se crée le monde commun. C'est pas que je suis contre le corps, mais ce surinvestissement sur le corps est inquiétant. Maintenant, il y a des questions. Alors, on va en prendre encore une ou deux. Alors, moi, je veux juste revenir sur le silence des pères. Mais ce silence des pères, donc, qu'en est-il des fils qui ont reçu ce silence des pères et quel est le positionnement de ces fils par rapport à leurs propres enfants? La transmission, tu parles de transmission, qu'en est-il? Comment tu le vois ça? Je dis souvent que les silences des fils, les silences des pères, c'est ce qui ramène la colère des fils. C'est-à-dire qu'à un moment, lorsqu'il y a ces silences-là, les fils fantasment énormément beaucoup de choses. Hein. Moi, je connais beaucoup de jeunes qui vivent des souffrances par procuration. Ouais, donc, ils imaginent que leur père a souffert, et donc du coup, il y a quelque chose. Donc, il peut y avoir une colère vis-à-vis de la société, dans la manière dont ils pensent que leur père a été traité.
Donc il y a une espèce de volonté de justice. Et en même temps, ce que j'ai envie de dire, c'est que, avant de répondre à la seconde question, c'est que les silences des pères, c'est ce qui a permis la parole des enfants. Comme si finalement le silence était une forme de retrait qui laisse la possibilité à un espace pour que les enfants puissent parler, puissent agir. Dans les années 80, la marche pour l'égalité, c'est les enfants de ces pères silencieux. C'est parce qu'il y a ce silence que, à un moment, les enfants... Mais ça me fait penser vraiment, là je vous renvoie vraiment à vos études bibliques sur les évangiles. Il y a un passage qui est très intéressant, parce que je suis en train de l'étudier en ce moment, sur Jean le Baptiste, au moment où il est en train de baptiser les gens, puis il y a Jésus qui vient pour être baptisé. Et là, il le reconnaît, et puis il lui dit, non, c'est plutôt à toi de nous baptiser. Mais Jésus lui dit, non, baptise-moi. Et à un moment, Jean-Baptiste dit, il faut que je puisse décroître pour que le Fils de l'homme puisse croître. Il faut décroître pour permettre à l'autre de croître. Ben, je crois que c'est ça l'éducation. L'éducation des parents, c'est accepter de décroître pour que leurs enfants puissent croître. Avec le silence, quand il n'est pas lié à la souffrance et tout ça, c'est une manière aussi de décroître. Maintenant, la nouvelle génération, c'est que... En fait, la nouvelle génération communique beaucoup. Ça communique beaucoup. Moi j'ai un fils, j'essaie de parler avec lui, pas de communiquer. Mais parce que je pense que les pères ne parlent pas encore, ils communiquent. Parce que parler, c'est accepter d'être vulnérable. Et quand vous avez grandi... Moi, je vais vous dire, moi mon fils est en première. Parfois, j'ai des discussions avec lui, j'ai envie de lui mettre une balayette. Mais je vous promets que par rapport à certaines choses, à certaines certitudes qu'il a, je me dis... Je dis, en plus, parfois, il vient sur un terrain que je maîtrise. Bon. Après, je me souviens de cette phrase de la philosophe Simone Veil, qui dit « Il faut armer les plus pauvres, car le fort a tendance à devenir barbare. » C'est vrai, hein, c'est-à-dire que quand on est parent, il faut que les enfants puissent avoir un contre-pouvoir sur vous. Ce qui n'est pas facile. Parce qu'on vient d'une tradition tous, hein, qu'on soit issu de l'immigration ou pas, qui est d'abord la tradition de la puissance. Un homme, c'est puissant. On a grandi avec ça. Il faut de la puissance, quand même. Voilà. Et donc, j'accepte de me retirer, parfois de le laisser gagner. Voilà. Et en même temps, je l'interroge. Parfois, il m'interroge, je dis, ah oui, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Parce que parfois, il vient me voir, il dit, je sais pas. Je sais pas, je dis, je vais réfléchir, je vais prendre le temps, puis je reviendrai te voir et on discutera. Mais je crois que c'est ça, c'est-à-dire qu'on est dans une génération qui communique beaucoup, malheureusement. Malheureusement, et avec mon fils, je vous cache pas que j'adore la distance et le silence. J'adore ça. Je sais pas si c'est pour avoir la paix, c'est fort possible, mais j'adore ça et ça marche. Ça marche. Voilà, donc, voilà, moi je pense qu'il faut quand même du silence dans l'éducation. On n'est pas obligé de toujours parler, c'est pas notre pote. Parfois il vient se mêler, quand il était plus jeune, je vous dis, il vient se mêler à des histoires d'adultes, je lui dis, écoute, va-t'en, sors de cette... Tu n'as pas à rentrer dans la discussion d'adultes. Les problèmes, tu en auras plus tard. Voilà, tu as le temps. Mais j'ai l'impression qu'on est dans une société où l'enfant est devenu roi, où l'enfant a des droits, mais du coup, il y a une extension, puisque même le couple travaille pour l'enfant. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui est au centre. Voilà. Alors, je veux bien qu'à un moment, il était très très loin, ce n'était pas lui qui était au centre, mais il y a une espèce de centralité, je dirais, de l'enfant qui peut devenir problématique. Hein. Je dis, pour certains, qui peut devenir problématique. Mais moi, je trouve que... je discutais la dernière fois avec, je crois qu'il s'appelle Christophe Ruffin, l'auteur. Comment il s'appelle? Jean-Christophe, ouais. Et c'était très intéressant sur la transmission, parce que lui, il est docteur, je ne savais pas, c'est un auteur de roman, mais il est docteur. Et il me dit, et je lui parlais de ça, il m'a dit, mais tu sais
tu as raison, je suis devenu médecin parce que le peu de fois où j'ai discuté avec mon grand-père, je discutais très peu, il était silencieux, mais ça m'a tellement marqué, ça m'a tellement marqué que j'ai eu envie de devenir médecin. Alors son père, il lui parlait de plein de choses, il lui a transmis plein de choses, et en fait, il m'a dit, c'est vrai que, en fait, ce qui nous touche, c'est la question des silences et de voir agir les gens. Et on le dit hein, d'un point de vue pédagogique, c'est-à-dire que si vous voulez apprendre à vos enfants, faites-le, et vous verront le faire, et ils le feront. Mais comme nous avons confiance dans la parole et dans le langage, on pense que tout passe par le langage, puisque maintenant dans les couples, ils disent qu'il faut communiquer. Il y a un problème, il faut communiquer. Ah non, non, j'ai pas envie de communiquer. Non, mais c'est cette idée qui est quand même assez folle, qu'on peut tout résoudre par la communication. Il y a des choses qui ne passent pas par la communication, il y a des choses qui ne passent pas par les mots. Et ça nous vient du management. Il faut communiquer avec vos équipes, voilà. Et parfois, il y a de l'incommunicable, puisque nous sommes des êtres humains, il y a des choses qu'on n'arrive pas à communiquer. Et c'est pas grave si on n'arrive pas à communiquer. Voilà. Mais c'est une... Quand je lis certains magazines, tout passe par la communication, je ne suis pas si sûr que ça. On a oublié que l'inconscient existe. Voilà, l'inconscient existe, voilà. Voilà. Alors vous viendrez pour les prochaines conférences qui se font d'ailleurs ici, sur le cerveau, les mécanismes du cerveau, le conscient, l'inconscient, et vous pourrez découvrir toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, on est là pour Rachid. Ce que je vous propose, il y avait encore une question, on arrête parce qu'on a vraiment... Voilà, on est, ouais, c'est pratiquement 20h49. Ah si, bah si. D'ailleurs, non, vous voulez qu'il lise un passage ou pas? Pourquoi vous dites non, vous? Non, je dis oui, moi. Bah, c'est sûr que j'avais dit non. Vous avez dit non, j'ai dit oui. Alors, qu'est-ce que je comprends là? Planche de cassette et tombe sur une où mon père parle de ses enfants. Il ne raconte pas ma haine sourde. Il préfère évoquer mon assiduité scolaire et mes progrès au piano. À la fin de la cassette, un passage me bouleverse. Papa, je t'appelle à l'aide. J'ai besoin de toi dans ton soutien dans cette épreuve terrible. Mon petit Ibrahim est mort. Il est mort, papa. Un accident. En moto. Je suis détruit. Mon amour ne s'est pas reporté sur mes autres enfants. Je leur donne déjà tout mon cœur. Je ne peux rien leur offrir de plus, si ce n'est le silence de mes souffrances. J'espère que ce silence les protégera de ce que j'ai subi, de ce que je ressens. La douleur est si vive. Ma femme, la pauvre, elle n'a plus d'espoir, sur rien. Ce n'est pas seulement l'amour de l'absent qui me torture, mais tout le temps que j'aurais pu lui consacrer. Chaque fois que je tombe sur quelque chose qui me fait penser à lui, je le revois, son sourire, sa capacité à écouter les autres, son courage pour travailler. On meurt pour rien dans ces cités. Je me cache parfois au travail pour pleurer. Tu te rends compte, Père? Tu m'as enseigné la dignité. Mais ce manque est insurmontable. Dans chacune de mes prières quotidiennes, il y a une supplique pour mes parents, ma femme, mes enfants et le reste de la famille. Si j'étais resté au pays, le destin de notre famille aurait-il été différent? Depuis la mort d'Ibrahim, je regrette chacun de mes pas en France. Chacun de mes choix, chaque seconde où je n'ai pas été attentif à l'un ou à l'autre de mes enfants. Ai-je insulté Allah pour qu'il reprenne ma seule richesse sur cette terre? Les enfants sont notre force et notre faiblesse. À chaque instant désormais, je tremble pour les autres. J'ai surtout peur pour notre plus petit. Il a changé depuis la mort de son frère. Lui aussi devient silencieux. Il ne réfléchit plus, il affirme, toujours. Il a de la colère et il ne sait pas quoi en faire. Je ne sais plus comment l'aider lui aussi. Il a tellement de peine. Prie pour lui, papa. Pour la première fois, la voix de mon père tremble sur les bandes magnétiques de son confessionnal. Les sanglots étouffent sa voix. Je l'entends pleurer alors qu'il pensait avoir suspendu l'enregistrement, se reprendre et continuer son propos avant de s'effondrer. Il y a ce mot de Nietzsche qui me revient. Personne n'apprend, personne n'aspire, personne n'enseigne à supporter la solitude. Un jour après le conservatoire, je me souviens, il pleuvait des cordes. Je m'étais précipité dans le bus avec mes camarades. Mon père s'y trouvait déjà, monté à un arrêt précédent. Il rentrait du travail.
En me voyant, il avait baissé la tête et était descendu à l'arrêt suivant, si loin de notre cité. À travers la vitre, je l'avais vu marcher le long de la voie du bus en remontant le col de sa veste. 1 heure plus tard, il était arrivé et trempé à la maison. Je n'avais pas su ni même lui demander pourquoi il était descendu. Mon père redoutait que sa seule présence me fasse honte devant mes amis musiciens. Je ne suis plus assez bien pour lui et la vie qu'il doit mener. Voilà sans doute ce qu'il s'était dit. Je pense qu'on peut le remercier Rachid d'être venu ce soir. Vraiment, c'est un honneur qu'il nous fait. Merci à vous. Merci à vous d'être là. Je vais lui laisser les derniers mots pour conclure et puis la suite à côté. Ali, un grand merci. Ça fait très longtemps qu'on en parle, ça fait très longtemps, je n'arrivais pas à trouver le temps, mais je lui dis, je te promets, je viendrai d'abord par amitié, parce que on ne se connaît pas depuis très longtemps, à peine 1 an, mais c'est devenu comme un frère. Merci d'être sorti de ta zone de confort et d'avoir organisé ça. Et j'espère que vous allez l'aider encore beaucoup plus à organiser des rencontres interculturelles autour de romans, autour d'essais, etc. Il fait ça tellement bien qu'on ne voudrait pas simplement qu'il fasse que de l'hypnose, mais qu'il fasse ça aussi. Donc je vous encourage vraiment à le pousser et un grand merci de votre présence. Merci. Ils ont été remplacés par d'autres, hein, cette fameuse théorie du remplacement. Ça fonctionne même dans les pays d'origine. Ça dépasse la Méditerranée. Voilà. C'est très intéressant de dire aux gens où est-ce que vous avez envie d'être enterré. On dit ça souvent ça aux gens. Où est-ce que, alors, là j'habite à Trappes, et les Marocains ont commencé à enterrer leurs parents dans la ville de Trappes, cimetière musulman là. C'est ce que j'appelle l'intégration par le sous-sol. Voilà, on aime tellement ce pays que c'est surface, sous-sol.